Bonjour, vous écoutez Radio Cessort, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Au programme, nous avons une série d'avis du CERT-FR sur plusieurs éditeurs majeurs avec des impacts souvent peu documentés, multiplication des vulnérabilités web, XSS, SSRF ou CSRF et contournement de sécurité. On a un pic de CVE côté VMware Tanzu avec plus de 100 vulnérabilités liées à la supply chain. 2 nouvelles vulnérabilités activement exploitées ajoutées au KEV de la CISA sur Cisco et SharePoint. Attaque confirmée sur un environnement Microsoft Intune via l'abus des systèmes de gestion des endpoints, toujours par la CISA. Une opération nord-coréenne massive basée sur de faux profils IT, infiltrant des entreprises occidentales et rapportant 500 millions de dollars par an. Vulnérabilité critique dans Unified Network exposant des consoles d'administration. Et nous finirons avec un focus du NCSC sur des risques concrets liés aux outils de visioconférence et à la gestion des données. Alors commençons par les plusieurs avis qui ont été émis par le CERT-FR ce 19 mars. Le premier, référencé sous le CERT-FR 2026 AVI 321, concerne des produits Microsoft identifiés sous 5 CVE. Ces vulnérabilités impactent des composants tels que Erlang ou libexif pour les environnements AZL3 ainsi que Erlang et libarchive pour les distributions CBL2. Toujours selon le CERT-FR, ces vulnérabilités permettent à un attaquant de provoquer un problème de sécurité dont la nature n'est pas spécifiée par l'éditeur. Aucun détail technique public ne précise à ce stade les vecteurs d'exploitation, ni les impacts associés tels que des RCE, des montées de privilèges ou des information disclosure. Tous les détails techniques sont également référencés dans les bulletins MSRC correspondants, ainsi que dans les fiches officielles du MITRE disponibles sur cve.org. Le second avis, référencé CERT-FR 2026 AVI 320, indique que plusieurs vulnérabilités affectent Roundcube Webmail. D'après le bulletin de sécurité, Roundcube a publié le 18 mars 2026 des vulnérabilités qui concernent les versions 1.5 antérieures à la 1.5.14 sur la branche 1.6 antérieure à la 1.6.14 et la branche 1.7 antérieure à la 1.7 RC5. Selon le CERT-FR, ces failles permettent plusieurs impacts, incluant une atteinte à la confidentialité des données, un contournement de la politique de sécurité, ainsi que des attaques du type SSRF, CSCRF et du cross-site request forgery. Alors certaines vulnérabilités permettent l'exécution de requêtes arbitraires côté serveur via du SSRF qui vont faciliter des interactions non autorisées avec des ressources internes ou externes. D'autres vont permettre l'injection de code client via du XSS, ouvrant la voie à des scénarios de vol de session ou de manipulation d'interface utilisateur. On a aussi des mécanismes de CSRF qui sont également identifiés qui permettent l'exécution d'actions non légitimes via des requêtes forgées. Toutes les informations techniques sont disponibles dans le bulletin officiel publié par Roundcube. Si vous utilisez du Roundcube, c'est sur roundcube.net. Ça détaille tous les correctifs associés aux versions impactées. Vous l'aurez compris, il faut patcher sur Roundcube. Alors le troisième avis du CERT-FR, le CERT-FR 2026 AVI 319, c'est une vulnérabilité qui affecte plusieurs produits Mitel. D'après le bulletin de sécurité de Mitel, le MISA 2026-001, publié le 18 mars, c'est une vulnérabilité qui concerne notamment MCX en version antérieure à la 2.1, ainsi que plusieurs versions de MI Contact Center Business qui vont inclure la 9.5.0.3, la 10.0.0.4 et la 10.1.0.5, sans correctif KB associé et les versions 10.2.0.11 antérieures à la 10.2.0.12. Toujours selon le CERT-FR, cette vulnérabilité permet une injection de code indirect à distance de type cross-site scripting et ce type de faille permet à un attaquant d'injecter du contenu malveillant côté client, généralement exécuté dans le navigateur de la victime. Il faut savoir que l'exploitation d'une vulnérabilité XSS peut permettre le détournement de session, la manipulation de contenu affiché ou l'exécution de scripts dans le code applicatif en fonction des mécanismes de filtrage et de validation en place. Tous les détails techniques et les correctifs associés sont disponibles dans le bulletin officiel publié par Mitel sur mitel.com. Passons au quatrième avis. Référencé sous le CERT-FR 2026 AVI 318, ce sont plusieurs vulnérabilités qui vont affecter Splunk Universal Forwarder. D'après le bulletin de sécurité de Splunk, le SVD 2026-314,
publié le 18 mars, ces vulnérabilités concernent les versions antérieures à la 10.04 ainsi que les versions antérieures à la 10.2.1. Les vulnérabilités sont identifiées notamment sous les CVE 2025 15467, CVE 2026 22795 et la CVE 2026 22796, telles que documentées sur la base officielle du CVE.org. Ces failles vont permettre à un attaquant de provoquer un problème de sécurité dont la nature n'est pas spécifiée par l'éditeur. Aucun détail technique public ne précise à ce stade les vecteurs d'exploitation, ni les impacts potentiels tels qu'une RCE, une escalation de privilèges ou de l'information disclosure. Allez voir le bulletin de Splunk, il est sur advisory.splunk.com ainsi que dans les fiches CVE associées. Généralement, quand le CERT-FR en parle, moi je serais vous, je patcherai. Allez, plus que 2 avis du CERT-FR, qui en a publié quand même 6 aujourd'hui. On a l'avis du CERT-FR 2026 AVI 317. C'est une vulnérabilité qui affecte Python. Plus précisément, c'est Python sans le dernier correctif de sécurité. D'après le bulletin de sécurité publié sur la mailing list officielle Security Announce de Python, cette vulnérabilité est identifiée sous la CVE 2026 3479. Cette faille va permettre un contournement de la politique de sécurité. Aucun détail technique public ne précise à ce stade les mécanismes exacts d'exploitation, ni les conditions nécessaires à son déclenchement. Ce type de vulnérabilité peut impliquer un bypass de contrôle de sécurité intégré, permettant à un attaquant de contourner des restrictions applicatives ou des mécanismes de validation dans l'environnement d'exécution. Toutes les informations techniques sont disponibles dans l'annonce officielle publiée sur mail.python.org, ainsi que dans la fiche CVE correspondante sur cve.org. Enfin, le dernier avis du CERT-FR pour aujourd'hui, référencé sous le CERT-FR 2026 AVI 316, on a de multiples vulnérabilités qui affectent plusieurs composants de l'écosystème VMware Tanzu. D'après les bulletins de sécurité de VMware, publiés hier le 18, sur le portail de Broadcom, notamment les avis 37211 à 37222, les composants concernés incluent Foundation Core for VMware Tanzu Platform, plusieurs build packs comme Java, Node.js, Nginx et HWC, ainsi que Tanzu for MySQL. Les versions impactées sont antérieures aux correctifs récents, notamment Tanzu Platform avant la 3.1.9, Java Build Pack avant la 4.90.0, Node.js Build Pack avant la 1.8.82 et Nginx Build Pack avant la 1.2.71. Ces vulnérabilités permettent de provoquer un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. Aucun détail technique public ne précise les vecteurs d'exploitation ni les impacts associés. Mais moi, je voudrais vraiment revenir sur le côté que le CERT-FR a référencé un volume particulièrement élevé de vulnérabilités avec plus de 100 CVE dans cet avis. Vous vous rendez compte, sur un avis de sécurité, il y a 100 CVE. Et ça couvre un périmètre vraiment étendu de dépendances logicielles au sein de la supply chain des build packs Tanzu. Si vous utilisez ce produit extraordinaire, je vous recommande fortement de lire le bulletin et de mettre à jour. Maintenant qu'on en a fini avec les avis de vulnérabilité, selon une publication du National Cyber Security Centre, le NCSC britannique, la sécurisation des services de visioconférence repose sur plusieurs mesures techniques couvrant le choix des outils, la gestion des accès et la protection des données. Le NCSC indique que les organisations doivent privilégier des solutions offrant des capacités de gestion des utilisateurs et de conformité adaptées aux environnements professionnels. Je vous recommande fortement de lire le document, il est en anglais, mais c'est quand même des principes qu'il faut que ce soit assez respecté. Quand je vois que des boîtes de cybersécurité nous invitent sur des outils ouverts comme Zoom, quelque part, je me dis que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, ce qu'indique le NCSC, c'est que les applications doivent être téléchargées exclusivement depuis des sources officielles afin de limiter les risques de malware ou de compromission initiale. La sécurisation des comptes administrateurs repose sur l'utilisation de mots de passe robustes et uniques, l'activation du double facteur ainsi que l'usage des passkeys lorsque c'est disponible. Le maintien à jour des applications est également requis pour réduire l'exposition aux vulnérabilités connues. Bref, c'est que du bon sens, ce sont des bons conseils. Et surtout, c'est le contrôle d'accès aux réunions constitue un point critique. Le NCSC recommande de restreindre l'accès aux utilisateurs authentifiés, d'imposer des passcodes pour les participants externes et d'utiliser des mécanismes de type lobby pour valider les connexions. Le partage public des liens de réunion est identifié comme un vecteur de compromission. Et la gestion des données échangées inclut la maîtrise des fonctionnalités de capture, comme les enregistrements, les transcriptions, les logs de tout ce qui est chatroom, ce qu'on appelle les commandes,
ainsi que la compréhension des mécanismes de collecte associés aux outils intégrant des fonctions d'IA. Ça, c'est assez rigolo quand j'ai vu cette partie-là, parce que dans énormément d'entreprises, on commence à voir aujourd'hui arriver Copilot. Le produit est bon, hein, et il fait vos comptes rendus de réunion. C'est extraordinaire. Le truc, vous faites votre réunion, vous êtes à 10 personnes, dans la minute qui finit la réunion, vous avez votre compte rendu. C'est extraordinaire pour gagner du temps. Par contre, aujourd'hui, c'est Copilot, on sait que ça part chez Microsoft, etc. etc. Donc, il n'y a aucune confidentialité. Tout ce que vous avez dit en réunion, c'est stocké sur un serveur chez un fournisseur américain. Et là, c'est surprenant que le NCSC parle de ça parce que quand vous avez goûté à ce type de technologie, ce sont vraiment des game changers au niveau du travail quotidien. Vous dites, j'ai fait une réunion pendant 1 heure, en moins de 2 minutes, j'ai un compte rendu qui est exploitable. Vous vous rendez compte? Quand vous êtes forcé quand on fait encore moi je fais mes rapports encore à la main, quand j'ai 1 heure, voire 2 heures de réunion, j'ai plus d'une demi-heure à faire le rapport, quoi, à faire le compte rendu. J'ai beau avoir des notes, il faut le remettre dans le contexte, il faut que ce soit les bons mots, etc. Non, c'est très sympa, c'est pour ça que j'ai retenu l'article. C'est pas du tout technique, mais ça peut rappeler du bon sens à certaines personnes qui font de la cybersécurité et qui vous invitent sur des, comment dirais-je, des outils ultra performants pour le grand public, hein, mais pas pour des fonctions un peu sensibles. Alors, selon un rapport publié par IBM X-Force et Flare Research, une opération structurée implique environ 100 000 travailleurs IT nord-coréens qui vont générer jusqu'à 500 millions de dollars par an au profit du régime de Pyongyang. D'après les chercheurs, ces acteurs opèrent dans plus de 40 pays, se faisant passer pour des développeurs freelance ou des employés IT légitimes. Ils utilisent de fausses identités, parfois associées à de véritables profils compromis, ou prêtés par des collaborateurs occidentaux. L'écosystème identifié repose sur plusieurs rôles distincts. Il y a des recruteurs chargés de qualifier les candidats, des facilitateurs qui valident les profils, des IT workers qui exécutent les missions et des brokers qui fournissent des identités ou un support opérationnel. Les compétences recherchées incluent le full stack développement en .NET et du WordPress. Incroyable, du WordPress. Les attaquants exploitent des plateformes comme Upwork, LinkedIn ou Freelancer pour multiplier les candidatures. Des documents internes analysés montrent un suivi précis des activités, notamment via des indicateurs comme le nombre de bytes, ou les fameux BIDS, BIDS, ou de messages envoyés. Une fois intégrés dans les entreprises, ces acteurs peuvent accéder à des systèmes internes et viser des données sensibles avec un objectif double, génération de revenus et collecte d'informations. Parmi les outils observés figurent Oconnect ou Netkey, associés à des infrastructures VPN nord-coréennes, ainsi que IPMSG pour des communications décentralisées. Google Translate est utilisé massivement pour contourner les barrières linguistiques. Les chercheurs indiquent que ces opérations ciblent notamment les secteurs de la santé, de la finance et de l'IA, avec un niveau de sophistication en constante progression. Bref, c'est rien de nouveau réellement, mais ce qu'on constate, c'est le côté... le télétravail risque de prendre du plomb dans l'aile à cause de ce type d'usage, quoi. Il faut voir les gens en face. Mais bon, bienveillant la vie, bienveillant. Bon, alors on va reparler de vulnérabilité, ça va nous changer un petit peu. Je savais que ça vous avait manqué. Alors on a eu un bulletin qui a été publié par Ubiquiti le 18 mars, qui est référencé sous le Security Advisory Bulletin 62 et relayé le 19 mars par le Centre pour la cybersécurité canadienne. Une vulnérabilité critique affecte l'application Unified Network et les versions concernées incluent Unified Network 10.1.85 et la 10.2.93. D'après Ubiquiti, cette vulnérabilité est classée critique. Vous avez vu maintenant, on n'a aucun détail technique public ne précise à ce stade le vecteur d'exploitation, ni la nature exacte de l'impact, qu'il s'agisse d'une RCE, Privilege Escalation ou Information Disclosure. C'est devenu la tendance. À cause de l'IA générative, maintenant dans les bulletins de vulnérabilité, on donne de moins en moins d'informations pour donner le strict minimum pour les équipes de patch management, déjà pour qu'elles puissent patcher, mais surtout que les attaquants ne puissent pas faire du reverse sur la vulnérabilité pour pouvoir mettre en place des POC et des attaques coordonnées. Alors, selon une alerte qui a été publiée par la CISA hier, le 18, on a une activité malveillante qui cible des systèmes de gestion des endpoints. C'est suite à la cyberattaque survenue le 11 mars 2026 contre l'entreprise américaine Stryker, affectant son environnement Microsoft. D'après la CISA, cette activité repose sur l'abus de logiciels légitimes de gestion des endpoints, notamment Microsoft Intune, afin d'exécuter des actions malveillantes via des accès privilégiés. L'attaque met en évidence l'exploitation de rôles administrateurs mal configurés et l'absence de contrôle d'accès strict.
L'utilisation de mécanismes comme les airbags permet de limiter. Alors le airbag, c'est le Role Based Access Control, qui va permettre de limiter les permissions associées aux comptes et aux actions sur les utilisateurs et équipements. La CISA souligne également l'importance des mécanismes d'authentification renforcés, notamment le multifacteur, qui résiste au phishing, ainsi que l'utilisation des fonctionnalités de Microsoft Entra ID, incluant des conditional access, les signaux de risque et de contrôle d'accès privilégiés. C'est à lire, c'est une alerte qui met en avant des techniques impliquant la modification de configurations sensibles, telles que le déploiement d'applications, de scripts ou d'actions à fort impact comme le device wiping, nécessitant des mécanismes de validation multiples de type multi-admin approval. Toujours selon la CISA, cette campagne illustre une tendance à l'exploitation de solutions d'administration centralisées comme vecteur d'attaque, en particulier dans des environnements critiques manipulant des données sensibles. C'est surtout lié au conflit du Moyen-Orient, c'est par là que sont passés les attaquants. Et là, ils sont en train de documenter, de le publier, c'est excellent. Je vous le recommande fortement de lire le document si vous y avez accès. Il est disponible sur le site de la CISA normalement. Moi, j'y ai eu accès, donc je pense que vous y aurez accès sans aucune difficulté. Et bien entendu, nous avons eu 2 publications supplémentaires de la CISA qui ont été faites hier soir tardivement dans la nuit et aujourd'hui. Ce sont 2 nouvelles vulnérabilités. Ça vous manquait les vulnes, je savais qu'on avait besoin de faire un épisode sur les vulnes. Donc elles ont été ajoutées au catalogue Kev qui confirme leur exploitation active. Alors la première, on la connaît bien, c'est la CVE 2026 20131 qui affecte Cisco Secure Firewall Management Center et Cisco Security Cloud Control. Elle repose sur une désérialisation des données non fiables, un vecteur classique qui permet potentiellement l'exécution de code ou la compromission de systèmes de gestion centralisés. La seconde, la CVE 2026 20963, concerne Microsoft SharePoint et repose également sur une vulnérabilité de type désérialisation of untrusted data. Ce type de faille est régulièrement exploité pour obtenir une exécution arbitraire dans des environnements applicatifs exposés. Ces vulnérabilités représentent un risque élevé, notamment en raison de leur exploitation active par des acteurs malveillants et de leur positionnement sur des composants critiques d'infrastructure. Bien entendu, je ne le répéterai jamais assez, ces ajouts s'inscrivent dans le cadre de la directive BOD 2201 qui définit le KEV catalogue comme une liste évolutive de vulnérabilités critiques nécessitant une rémédiation prioritaire au sein des environnements fédéraux nord-américains. La CISA précise que ces vulnérabilités constituent des vecteurs d'attaque fréquents, en particulier dans des scénarios cibles des systèmes exposés aux disposants de privilèges élevés. Et voilà, c'est fini pour ce 602e épisode qui se termine ici pour aujourd'hui. Les sources et références sont disponibles dans la description associée à cet épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important. Et sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou des étoiles sur vos plateformes d'écoute, c'est important pour notre équipe. Si vous êtes une nouvelle auditrice, un nouvel auditeur, abonnez-vous au podcast Radio Cessort, vous ne raterez comme ça aucun épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.